AG30, 11h. Rencontre avec. Vous êtes une association, un artiste, un acteur du pays du Pont-du-Gard et ses alentours. Vous désirez parler de votre activité ou de votre action? Participez à l'émission Rencontre avec. Tous les 3e vendredis du mois à 11h et rediff le 4e mardi à 15h. Prenez contact avec RG30 au 06 64 44 27 79 ou via le site radio-rg30.fr, rubrique contact service antenne. Aujourd'hui dans l'émission Rencontre avec, nous sommes avec Virginie Cossard. Vous êtes auteure nîmoise et également professeure de lettres au lycée Ernest Hemingway et vous venez de publier au mois de juin dernier un premier roman aux éditions Les Presses littéraires et c'est Un triangle presque parfait. Avant de parler de ce livre, ce roman, qui êtes-vous exactement ? Alors avant d'être auteur, je suis professeur de lettres. J'enseigne en lycée depuis 3 ans, presque 4 maintenant. J'y enseigne essentiellement la littérature et le théâtre et puis j'ai d'abord exercé pendant 15 ans dans un collège classé ZEP. Donc voilà, j'en ai retiré une expérience plutôt enrichissante. Et ça fait assez longtemps que j'écris, mais ma publication effectivement est assez récente. J'ai publié donc Un triangle presque parfait aux éditions des Presses littéraires en juin 2018. Mais ça fait très longtemps que j'écris. Voilà, aujourd'hui je vis à Nîmes dans le Gard, mais je suis originaire de la Côte d'Azur, qui est une région à laquelle je suis vraiment très attachée encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le pas d'écrire et de éditer des romans ? Comme je vous le disais, j'ai toujours écrit et je pense que je suis avant tout une grande lectrice. Pour moi, l'écriture est vraiment indissociable de la lecture. C'est quelque chose que je trouve vraiment très lié. Mais c'est vrai que j'écris depuis très longtemps. J'ai toujours écrit. Quand j'étais adolescente, j'écrivais des poèmes. Un peu baudelairien. C'était pas très bon, mais en tout cas, ça me permettait moi de coucher sur le papier des sentiments intimes. Des choses que j'avais envie d'écrire et qui me tenaient à cœur. C'est vrai qu'aussi j'entretenais une correspondance avec j'ai souvent entretenu des correspondances avec des amis à moi. En fait, là c'était plutôt sur le mode de l'absurde, de la parodie. On était beaucoup là-dessus à l'époque. Mais c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui était vraiment très ancré en moi depuis longtemps. D'abord parce que je pense que c'est un peu une forme de sublimation, quand on n'arrive pas à dire les choses, on les écrit. Donc c'était un petit peu aussi, je pense, la raison pour laquelle j'écrivais facilement. Après, pour ce qui est de la publication, ça a mis assez longtemps parce que comme je suis enseignante, le fait de se confronter à ces modèles littéraires, c'était un petit peu inhibant. Donc c'est vrai que pour moi l'écriture c'était une activité plutôt intime et il a fallu que des gens me lisent et me disent que ce que j'écrivais leur plaisait pour que finalement je finisse par sauter le pas et tenter une publication. Mais c'est vrai que c'est assez complexe et long comme processus parce que c'est jamais exempt de doute, de remise en question. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas si évident pour moi. Merci pour ces renseignements. Alors maintenant, on va parler un peu de votre roman. Si vous pouvez nous rappeler un peu le synopsis de votre roman, mais sans vraiment dévoiler la fin. C'est une histoire fantastique et policière. Ça mélange l'intrigue d'un triangle presque parfait, mélange le fantastique et le policier. Mais c'est vrai qu'on peut aussi peut-être le lire comme un récit initiatique. Il y a un peu toutes ces facettes dans le roman. Alors ça commence par la découverte d'un corps qui va disparaître assez rapidement. Donc au départ, effectivement, une intrigue qui semble policière, avec des investigations de la part d'un inspecteur qui doivent lui permettre de découvrir à qui appartient ce corps mystère, Et donc le début de l'enquête nous est raconté, mais parallèlement à cette enquête et à cette disparition, le roman raconte aussi l'histoire d'un triangle amoureux, d'où le titre, puisqu'il raconte aussi le périple de 2 amies, Lila et Marie, qui sont liées depuis l'enfance par une amitié assez fusionnelle et qui, suite à une soirée un peu désastreuse, décident d'aller dans un endroit dont on leur a parlé, qui est un château. Et ce château semble pouvoir réaliser les souhaits, les désirs de ceux qui s'y aventurent. Et donc dans ce château, elles vont rencontrer un personnage qui s'appelle Vernon, qui est une créature transformée, donc un vampire millénaire,
et qui va bouleverser leur existence, leur vision du monde et les emmener très très loin dans cette aventure. Je n'en révèle pas plus. Avez-vous d'ailleurs un genre de prédilection concernant vos lectures ? C'est vrai que là, l'intrigue est quand même fantastique au départ, même si c'est un roman vraiment hybride, c'est-à-dire que il mélange beaucoup de genres différents. Voilà, l'intrigue est fantastique, mais il y a beaucoup de genres qui viennent se mêler à cette histoire. Parce que j'avais imaginé ce roman comme une espèce d'exercice de style aussi, justement, qui tournerait autour des différents genres, autour des différents styles. C'était un peu mon idée. Et c'est vrai que mon genre de prédilection, quand j'étais plus jeune, c'était quand même le fantastique. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, le fantastique et la science-fiction. En particulier tout ce qui est dystopie. Voilà, c'est vrai que c'est des romans qui m'attiraient beaucoup. Voilà, que ce soit Orwell, Huxley, Barjavel aussi, que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune et que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu fascinée par la capacité qu'ont ces auteurs à créer vraiment des mondes complètement nouveaux, des mondes qui n'existent pas, mais juste par le pouvoir du verbe. Et ça, je trouvais ça vraiment très attirant et j'étais admirative devant ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des goûts beaucoup plus éclectiques. J'aime autant les classiques littéraires que des choses beaucoup plus atypiques. Voilà, dans ce qui est fantastique, j'aime beaucoup Stephen King évidemment, mais j'aime aussi plein d'autres choses. Là, par exemple, en ce moment, je lis un roman d'un auteur qui s'appelle Emmanuel Bayamaktam, qui s'appelle Arcadie, qui est pas du tout fantastique, qui raconte l'histoire d'une jeune fille pas très avantagée sur le plan du physique, qui se retrouve dans une ZAD. Et c'est un roman qui est bourré d'humour, de cynisme, qui est vraiment extrêmement bien écrit. Et donc voilà, mes goûts sont vraiment très très divers. Et pas seulement sur le fantastique, j'ai beaucoup d'autres lectures. J'ai pu entendre que votre dernier chapitre de votre roman déstabilisait, parce qu'il apportait des clés de lecture à l'ouvrage, mais qui basculait aussi en même temps dans un cadre spatio-temporel. Pour revenir au chapitre 18. Oui, c'est un peu... je peux pas trop vous en dire, parce que sinon je révélerai la fin et je veux pas la révéler, évidemment. Mais effectivement, ce chapitre bascule dans un univers plus réaliste, puisque c'est vrai que c'est plutôt un roman qui est dans l'onirisme, l'irrationnel. Voilà, on est vraiment dans un univers effectivement où on bascule d'un cadre réaliste tout à coup vers quelque chose qui est complètement irrationnel. Mais ce dernier chapitre, en fait, c'est un chapitre dans lequel je me suis pas mal amusée, puisqu'effectivement l'idée c'était de donner au lecteur des pistes pour comprendre un certain nombre de choses que je dissémine dans le roman. Alors pour vous expliquer un petit peu le dispositif narratif, c'est que au début de la plupart des chapitres, en fait, j'ai mis des citations qui sont à entendre comme des clés de lecture. Alors on peut les lire ou ne pas les lire, on peut les suivre ou ne pas les suivre, mais c'est vrai que ça donne quelques pistes. Et le dernier chapitre, effectivement, fait basculer le lecteur dans un autre univers, beaucoup plus réaliste celui-là, et lui donne certaines pistes. Sans doute un peu inattendu. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les romans à chute, les romans qui après lecture nous font dire mais il faut que je le relise depuis le début parce que j'ai manqué des choses et en fait j'imaginais pas du tout ça. Moi c'est des romans qui me plaisent beaucoup. Là par exemple je pense à un roman de Denis Lehane qui s'appelle Shutter Island, qui a été adapté au cinéma et où effectivement on découvre à la fin complètement autre chose que ce qu'on pensait. Et c'est vrai que moi j'aime bien me perdre dans les romans et découvrir des choses inattendues. Donc cette fin correspond un petit peu à ce goût que j'ai justement d'être surprise par les romans et en particulier par la fin de certains romans. Vous avez parlé de cinéma, justement, si on vous dit que votre roman est très cinématographique, est-ce que cela vous étonne ? Ça ne m'étonne pas trop parce que c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de scènes de ce roman en pensant à des scènes de cinéma et que c'est vrai que je suis beaucoup influencée par le cinéma dans mon écriture. D'abord parce que je pense que j'ai une écriture assez visuelle, assez descriptive. Voilà, il y a beaucoup de scènes effectivement imaginaires, notamment par exemple la description du château ou la description des personnages, la description de certaines scènes qui effectivement peuvent paraître très cinématographiques et très visuel. C'est vrai que le cinéma m'influence beaucoup. Là, c'est vrai que pour le personnage du vampire, j'avais énormément de films sur le sujet en tête. Voilà, que ce soit le Dracula de Coppola, évidemment, parce que pour moi c'est un film culte. Que ce soit Entretien avec un vampire, ou que ce soit même des films plus récents comme Blade. Voilà, j'avais vraiment ces films-là en tête pour
pour la visualisation de certaines scènes. Et donc c'est vrai que je suis pas du tout étonnée que cet aspect cinématographique ressorte dans le roman, parce que c'est quelque chose qui m'a influencé à chaque fois que j'ai écrit les scènes de ce livre. Oui, tout à fait. J'ai pu voir aussi que vos lecteurs également se sentirent influencés par rapport à Dario Argento et David Lynch aussi. Oui, alors moi j'aime beaucoup au cinéma, je suis particulièrement attirée par les univers un peu étranges, hermétiques, un peu transgressifs, voilà, vraiment où en fait tout le sens n'est pas forcément donné d'avance. Il y a vraiment une part importante de la part du spectateur à faire. Et c'est vrai que c'est des univers qui m'attirent énormément. Bon, par exemple, pour Dario Argento, c'est vrai qu'il y a dans le roman beaucoup de passages qu'on pourrait qualifier de baroque, un petit peu dans un espèce de fantastique gothique et baroque. Ça, je pense que c'est vraiment influencé par ce type de cinéma, pour moi en tout cas. Après, l'univers de David Lynch, c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. Parce que d'abord c'est un univers complètement déjanté, et que le sens est vraiment pas donné d'avance. Voilà, parfois il faut se laisser porter par les images qui sont magnifiques, qui sont étranges, qui sont bizarres, et pas forcément chercher de sens. Et moi ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je pense que même si ce sont pas des références directes dans mon livre, c'est quelque chose qui influence mon écriture. Ça c'est certain. Est-ce que votre livre s'adresse à un public particulier ou pas ? On pourrait croire que oui, parce que d'abord parce que l'intrigue est fantastique et policière, donc on pourrait penser que c'est plutôt destiné à un public qui aime la littérature fantastique ou la littérature policière. Mais très honnêtement, moi je ne pense pas, parce que je pense que c'est un livre qui peut aussi justement se lire, comme j'ai dit, comme un récit initiatique, comme une réflexion aussi finalement sur la quête d'immortalité, comme une réflexion sur la peur qu'on a tous de la mort. Je pense qu'il y a aussi un aspect un peu métaphysique dans ce que j'ai écrit, et du coup qui nécessite pas forcément d'aimer le fantastique ou d'aimer le policier pour être attiré par ce roman. Et c'est vrai que j'ai vraiment, c'est ce que je disais au départ, j'ai vraiment essayé d'abolir un peu cette frontière entre le roman de genre, le roman de littérature générale. Moi je voulais vraiment mélanger en fait tout ça et créer vraiment quelque chose d'assez hybride, un récit hybride, en jouant un peu avec les codes, les limites de genre effectivement voisins du fantastique. Bon, c'est vrai qu'il y a un personnage de vampire, donc forcément on pense à la bitlite, on pense aussi aux policiers parce qu'il y a un corps qui est retrouvé et qu'il y a une enquête. On pense aussi au roman noir, on peut penser à la SF, au fantastique gothique, mais tout ça se mélange finalement. Et je pense que l'histoire dépasse en fait tous ces codes qui sont liés au genre, et que je pense que ça peut être vraiment accessible pour des publics complètement différents. D'ailleurs, les retours de lecture me montrent que c'est un public vraiment très différent qui lit et qui peut vraiment apprécier ce roman. En plus, c'est vrai que c'est un texte qui est construit autour des voix de plusieurs narrateurs. Alors, ce qui peut parfois être un peu peut-être surprenant, mais du coup, ça donne accès à plusieurs points de vue différents sur la même histoire. Et je trouvais ça intéressant justement de donner à chaque fois un angle un peu différent sur l'histoire, apporté à chaque fois par un point de vue différent, d'un personnage différent. Et c'est vrai que c'est aussi, alors bon là à la fin le dévoile beaucoup, mais du coup je vais pas en dire trop. C'est aussi une réflexion sur la création littéraire finalement, sur la fiction en fait, sur le pouvoir de la fiction, sur ce qu'on peut créer à partir des mots. Et donc du coup je pense que c'est vraiment un roman qui a des facettes très différentes, et qui peut donc, je pense, plaire à un public aussi, lui, très, très large. Avez-vous un autre projet ? Vous avez parlé aussi que vous avez écrit avant. Est-ce que ces livres sont apparus ou pas ? On va en paraître ? Alors oui, j'ai écrit avant de publier ce roman, et j'ai publié déjà 2 romans en fait en autopublication. Alors je les ai publiés dans une maison qui s'appelle Atramenta. Donc c'est de l'autopublication et c'est disponible. Alors j'ai écrit sous un pseudonyme, sous le pseudonyme de Vera Verouchka, mais effectivement ces romans existent et ils sont disponibles. Donc il y en a un qui a pour titre Jennifer, alors qui est par contre une histoire complètement différente, inspirée d'un fait réel que j'ai vécu un peu à distance, mais qui m'a influencé pour l'écriture. Et là on est plutôt sur roman policier, un petit peu parodique. Et très humoristique. Donc là vraiment c'est un genre complètement différent. Et un autre roman fantastique, dont celui que j'ai publié est inspiré. Mais j'ai encore bien sûr des projets d'écriture en cours, qui sont toujours romanesques, parce que c'est vraiment dans le roman que je trouve que mon écriture se déploie le mieux.
Donc j'écris beaucoup de nouvelles. Donc voilà, des nouvelles un peu horrifiques, un petit peu calquées sur des séries que j'aime bien, comme par exemple Channel Zero ou Penny Dreadful, qui sont des séries que j'aime beaucoup. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire aussi un roman beaucoup plus réaliste. Par contre, un roman avec une narratrice qui est aussi personnage. Et là où vraiment on est dans un cadre complètement réaliste, c'est l'histoire d'une femme qui, après un burn-out, décide de partir se réfugier dans une île. Et puis on va comprendre au fur et à mesure du roman qu'elle a beaucoup de choses à fuir. Et donc là, vraiment, voilà, mon idée est de jouer aussi sur les focalisations, sur les points de vue, pour donner des éclairages nouveaux, un peu inattendus sur ce personnage. Je vous remercie pour ces renseignements. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors, surtout le Triangle presque parfait. Alors, un Triangle presque parfait est publié par une maison d'édition qui s'appelle Les Presses Littéraires, qui est basée à Rivesaltes, pas très loin de Perpignan. Et donc le livre est disponible dans leur maison d'édition, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Et puis il est disponible aussi, là dernièrement, il est disponible dans les librairies nîmoises, donc à Goyard et à la librairie Tessier. Et il est aussi disponible sur les plateformes de commande, que ce soit Cultura, Amazon, et Fnac. Enfin voilà, sur toutes ces plateformes, il est disponible aussi. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que ça a été. Oui, très bien, très bien. Ravi d'avoir été avec vous pendant ce moment. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. Et au prochain livre, j'attends de vos nouvelles pour qu'on puisse en parler aussi à la radio. Merci à vous. Radio RG30, la web radio du Pont-du-Gard. RG30.
Deuxième partie de l'émission Rencontre avec. Aujourd'hui, on est avec Céline. Céline, vous la connaissez, c'est la fameuse coach de la Minute du Coach. Mais cette fois-ci, elle va nous parler d'autre chose. Elle va nous parler du livre qu'elle a publié tout récemment, le 7 décembre. Alors bonjour Céline. Bonjour Jérôme. Alors présentez-nous un peu qui vous êtes exactement, parce que tout le monde vous connaît par rapport à la chronique, mais vous êtes quoi exactement ? Alors donc moi je suis à la base je suis coach professionnel avec donc une spécialité qui est assez rare chez les coachs qui est la gestion du stress et du sommeil. Voilà, après je suis coach généraliste, je peux accompagner mes clients sur différentes problématiques professionnelles ou personnelles. Je suis aussi formatrice. Et je suis bien sûr maintenant auteur avec ce livre donc que je viens de faire paraître. Alors, parlons de ce livre. Comment bien dormir naturellement ? Pourquoi un titre comme ça ? Eh bien en fait parce que aujourd'hui bien les gens souffrent beaucoup de stress, hein, c'est le mal du siècle, mais aussi les gens souffrent beaucoup de manque de sommeil, c'est vraiment aussi un mal du siècle et souvent derrière le stress, il y a le manque de sommeil. Et moi-même par le passé, j'ai eu aussi à subir des troubles du sommeil, des nuits qui n'étaient pas toujours aussi réparatrices que je l'aurais aimé par rapport à ma vie professionnelle, à ma vie de maman aussi. Hein, quand on a un enfant, nos nuits sont souvent entrecoupées. Mais même si j'ai eu quand même pas mal de chance, j'ai eu un petit bébé qui dormait quand même plutôt bien. Et puis j'ai essayé aussi de lui inculquer une bonne hygiène de sommeil assez tôt. Et donc du coup, voilà, j'ai aussi fait ce livre pour mes clients quand ils viennent me voir en consultation sommeil, de manière à ce qu'ils puissent repartir avec tout un tas de consignes pour mieux dormir et un plan d'action quelque part à mettre en place pour retrouver un sommeil réparateur. On peut trouver 9 clés essentielles, c'est ça ? C'est ça, 9 clés essentielles. C'est ce que j'ai voulu transmettre à mes clients. Donc 9 clés essentielles pour s'endormir facilement, dormir paisiblement et être en forme la journée. Parce que ce qui est primordial là-dedans, c'est d'avoir des journées au top. Aujourd'hui, on est tous épuisés, fatigués, débordés. Souvent parce qu'on manque de sommeil, on rogne sur notre temps de sommeil. Nos journées ne sont pas assez longues. Mais du coup, derrière la journée, elle est moins efficace. On est moins performant. On traîne beaucoup plus. On procrastine beaucoup plus quand on est en manque de sommeil. Et donc, du coup, on fait moins de choses. Et le cercle vicieux s'enchaîne. Donc le soir, on recommence, on va pas se coucher assez tôt. Donc on a des nuits qui sont pas assez réparatrices. Et le lendemain, on est de nouveau repris dans ce rythme où on va encore être moins performant. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver des journées où on peut être plus efficace et en dormant plus, on gagne du temps la journée. Certaines personnes vont dire que dormir, c'est une perte de temps. Eh bien non, en fait, à partir du moment où on dort en fonction de ses besoins, on va gagner du temps la journée. Dans le livre, il y a 9 clés essentielles, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi des autodiagnostics. Oui, j'ai voulu que ce livre soit un support de coaching, puisque c'est mon métier. Donc les personnes peuvent analyser leur manière de faire, leurs habitudes, se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'ils font. Et ensuite, il y a aussi des exercices d'auto-coaching où là, on peut mettre en place une stratégie de sommeil de manière à retrouver un sommeil plus réparateur assez rapidement en plus. Si vraiment on suit toutes les consignes de ce livre, en un mois, on peut avoir retrouvé un très bon sommeil. On trouve également dedans des astuces du coach et le saviez-vous ? Oui, j'ai voulu aussi justement apporter des petites choses en plus, notamment le saviez-vous. Parfois, il y a plein de petites questions autour du sommeil qu'on ne sait pas toujours. Par exemple, est-ce que vous saviez que le sommeil, le manque de sommeil a été mis en cause dans la catastrophe de Tchernobyl. Donc, on peut se rendre compte de l'impact de notre propre manque de sommeil au niveau mondial. Tchernobyl, ça a eu un impact au niveau mondial. Je trouvais ça intéressant de le partager avec les lecteurs. De la même manière, les astuces de coach, c'est mes petites astuces que je trouve intéressantes à transmettre, notamment, par exemple, l'astuce du café sieste, dont on a déjà parlé dans la minute du coach, où, on prend son café après le déjeuner, et ensuite, on fait une petite sieste de 20 minutes, puisque la caféine mettant 20 minutes à agir, hop,
une fois qu'on a fait sa sieste, on est reparti pour passer une après-midi, plein d'énergie. Combien de temps ça a mis pour écrire ce livre ? Alors, j'ai commencé à écrire ce livre en avril. Donc, ça m'a pris à peu près 6 mois pour le mettre en place, pour le modifier aussi, rajouter un certain nombre d'éléments, d'y revenir, de le peaufiner, pour pouvoir effectivement le faire paraître ce 7 décembre dernier. Je vois également, à la dernière page, bibliographie. Pourquoi ? C'est important de montrer d'où je parle, de savoir que je me suis appuyée sur les connaissances de confrères ou de médecins, notamment des médecins du sommeil, qui ont déjà écrit des livres, bien sûr. Et puis de toute façon, ce sont les livres, mais un peu mes livres de chevet à moi aussi, voilà. Et vous avez fini aussi par pensez à tout, parce que vous avez pensé avec une annexe, avec un suivi de mon sommeil. Oui, cette annexe, le suivi de mon sommeil, je me suis inspirée donc de l'agenda du sommeil que je donne notamment dans le cadre de mes coachings sommeil, ou que on peut aussi trouver auprès des médecins du sommeil. L'idée, c'est de suivre l'évolution de notre sommeil, donc suite aux préconisations du livre et des actions que l'on met en place pour modifier ses habitudes et essayer de retrouver un bon sommeil. Et tout en parlant, j'en profite pour feuilleter un peu ce livre au fur et à mesure qu'on parle, et je suis par exemple à la clé numéro 4, et fuir ce qui éloigne des bras de Morphée, et juste en dessous une citation. C'est celle de William Shakespeare. Là où loge le souci, le sommeil ne s'abat jamais. À chaque fois, il y a une citation. Oui, en chaque début de chapitre, j'ai mis une petite citation qui parle du sommeil. Je trouvais que c'était une façon intéressante de parler du sommeil différemment, en citant d'autres personnes et des grands auteurs comme William Shakespeare qui déjà parlait du sommeil il y a très longtemps de ça. Comment bien dormir naturellement, c'est le premier livre. Un second en tête ? Pour l'instant, je vais me concentrer déjà sur celui-ci, mais effectivement, je pense déjà au suivant. Peut-être toujours en lien avec le sommeil ou éventuellement un petit peu plus en lien avec le stress aussi, qui est donc bien ma spécialité. Voilà, donc ça c'est en train de maturer dans mon esprit, mais bon, pour l'instant, je me concentre bien sur la promotion de ce livre-là et j'essaye de profiter pleinement de ce moment important pour moi. Toujours bien faire pour le premier livre, après voir peut-être un second, voir peut-être une collection. Oui, pourquoi pas. Peut-être, puisque je m'occupe du sommeil aussi bien des adultes que des ados que des enfants, peut-être le sommeil, un livre sur le sommeil des enfants ou des ados, à voir. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre ? Donc ce livre est actuellement en vente sur Amazon. On peut le trouver au format broché ou au format e-book Kindle, la version électronique d'Amazon. Mais on peut aussi le commander en librairie. Et également, bien sûr, on peut me contacter sur mon site internet www.cbd-coaching.com ou sur ma page Facebook CBD Coaching ou par email cbdcoaching@gmail.com pour pouvoir me le commander directement. Comment bien dormir naturellement ? 9 clés essentielles pour s'endormir facilement, dormir paisiblement et être en forme la journée, de Céline Braud-Debourges, qui est là pour nous présenter son livre. C'était notre coach à nous aussi, qui nous a présenté ce livre. Alors, ce livre qu'on peut retrouver soit sur Amazon en broché, soit en e-book Kindle, et également sur le site de CBD Coaching. Tous ces renseignements, vous les retrouverez sur le site de la radio, radio-rg30.fr. Un petit mot à rajouter, Céline ? Eh bien, écoutez, merci Radio RG30 pour cette interview. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la Minute du Coach. Et très bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Votre web radio de proximité. Du pays du Pont du Gard, c'est RG30. Dans la chronique Info Sortie, on a la fin d'année qui pointe déjà son bout de nez. Et avec elle, Noël et un moment propice en partage, en famille ou entre amis, le vendredi 21 décembre à